Rose Bertin, d'ailleurs de son vrai nom Marie-Jeanne, donc elle naît en 1747, sous le règne de Louis XV, elle a 8 ans de plus que Marie-Antoinette, et elle vient de Abbeville, Abbeville qui est déjà à l'époque une ville qui est réputée pour ses productions textiles et notamment pour sa manufacture de draperie. Et elle est d'origine modeste. Son père est un archer de la maréchaussée, le père d'ailleurs quand elle a 7 ans. Sa mère était elle-même déjà veuve. Et donc elle devient une couturière, ou plutôt ce qu'on appelle une marchande de mode, selon les dictionnaires des métiers de l'époque. C'est-à-dire qu'elle vend tous ce qu'on appelait à l'époque les enjolivements d'un costume, c'est-à-dire les ornements, les accessoires. Alors c'était par exemple les manchons pour l'hiver, les mantelets, les rubans de soie, tous ces accessoires qui, on le voit d'ailleurs dans les factures de l'époque, représentent tout le prix d'un vêtement. Et aujourd'hui encore, dans la haute couture, ce qui fait vraiment le prix d'un vêtement de haute couture, c'est pas son bâti, c'est évidemment si le vêtement est brodé ou s'il y a un travail par les plumassiers, par exemple. Rapidement, elle va à la capitale et elle travaille dans de petites boutique, et aussi modeste qu'elle soit par son origine et par son métier, elle a véritablement le sens des affaires, c'est le moins que l'on puisse dire, et elle va connaître une ascension sociale tout à fait fulgurante. C'est en 1774, justement, à peine quelques mois après l'avènement de Marie-Antoinette en tant que reine, qu'elle la rencontre. Alors Rose Bertin, elle a déjà quand même sa petite célébrité à Paris, parce qu'elle introduit des nouveautés dans les parures des dames qui font beaucoup parler. Et donc elle a déjà son propre magasin aussi, qui s'appelle Au Grand Mogol, et qui est situé rue Saint-Honoré, qui est au 18e, vraiment le carrefour du commerce du luxe à Paris. Et elle a donc une riche clientèle, et parmi sa clientèle, il y a la duchesse de Chartres, qui va devenir ensuite la duchesse d'Orléans. Et c'est la duchesse de Chartres qui la présente à Marie-Antoinette lors d'un petit voyage à Marly. Et cette rencontre, ça va être véritablement, on peut dire, un coup de foudre, c'est-à-dire qu'elles se sont bien trouvées en quelque sorte. À la fois Marie-Antoinette, à cette époque, elle est absolument éblouie par toutes les nouveautés proposées par Rose Bertin, auxquelles elle a d'ailleurs bien du mal de résister. Et puis de son côté, évidemment, Rose Bertin, elle va trouver en Marie-Antoinette, qui est à cette époque la femme la plus représentée de son temps, la plus célèbre, eh bien un mannequin en quelque sorte idéal pour promouvoir ces modèles dans toute l'Europe. C'est évidemment le début des premières gravures de mode. Et parfois, on met même Marie-Antoinette sur des gravures, sur des modèles qu'elle n'a jamais portés, tout simplement pour mieux les vendre. Cette rencontre avec cette marchande de mode parisienne, c'est déjà en soi une révolution, parce qu'avant, il y avait un fournisseur qui livrait les costumes de la reine, qui étaient par essence uniques. Avec Rose Bertin et cette apparition de la mode, elle va livrer pour la reine des costumes, mais qu'elle va proposer également dans sa boutique à Paris. Donc autrement dit, tout le monde peut être habillé, si on en a l'argent, comme Marie-Antoinette. Donc le costume de la reine ne distingue plus son corps qui auparavant était sacré et unique. Et ça, ce n'est pas sans danger à la cour de France. On peut dire que Rose Bertin, elle invente la haute couture, elle invente même la mode au sens moderne du terme, déjà par la notoriété qu'elle a de son vivant. On peut dire que très vite, dans les années 75-78, son nom, ça devient une griffe. Ce qui justifie d'ailleurs l'extravagance de ses prix. Rose Bertin, elle est célèbre pour ses prix. C'est des prix de la haute couture aujourd'hui. Qu'est-ce qui faisait le prix d'un vêtement auparavant? C'était la matière première et puis la main-d'œuvre des couturières, c'était l'artisanat. À partir de Rose Bertin, on va avoir une part absolument impossible à chiffrer, qui ne figure pas d'ailleurs dans les factures. Et cette part impossible à chiffrer, finalement, c'est la part de la créativité, finalement, de la griffe que l'on paye déjà. Et puis, elle invente aussi le renouvellement rapide des collections, c'est-à-dire le changement saisonnier. Ça, c'était tout à fait nouveau. Auparavant, on réformait un habit, comme on disait, lorsqu'il était usé, ou on en commandait un pour une occasion particulière. Là, elle va inventer ce renouvellement de plus en plus rapide, et elle a compris que pour générer une envie, un besoin, il fallait toujours proposer plus. Les gazettes de l'époque, d'ailleurs, le relèvent. Elles disent, mais ce que les dames adoraient devient absolument insupportable 6 mois après
après, parce qu'évidemment la mode a changé. Donc on a voilà, ce renouvellement extrêmement rapide de modèles. Et puis enfin, elle a un sens, on pourrait dire, de la publicité qui est déjà très développé. Et elle va justement utiliser la célébrité, la visibilité de Marie-Antoinette. Célébrité, c'est un mot qui apparaît au XVIIIe siècle, pour justement promouvoir ces modèles. Évidemment, Marie-Antoinette, elle est imitée par toutes les femmes. On pourrait dire aujourd'hui que c'est une grande influenceuse et elle va l'utiliser, évidemment, Rose Bertin. Et Marie-Antoinette, quelque part, elle n'est pas à la mode de Rose Bertin, c'est elle qui crée la mode. C'est évidemment son goût qui ensuite donne le ton. Rose Bertin, elle livre pour Marie-Antoinette d'abord ce qu'on appelle le grand habit de cour. Vous savez, c'était ce grand costume qu'on voit sur les portraits officiels, qui d'ailleurs était indispensable pendant longtemps pour paraître à la cour. Donc c'est un costume très lourd, très contraignant, qui est fait d'abord d'un corset fortement baleiné, avec une pièce d'estomac ornée de pierreries très, très rigides, et puis des multiples jupons en brocart sur des grands paniers, et puis une queue, ce qu'on appelle une traîne, qui pouvait faire plusieurs mètres de long, donc c'était extrêmement contraignant. Et donc elle va livrer également, à partir de l'époque de Marie-Antoinette, d'autres robes plus à la mode, notamment la robe à la française, très élégante, avec ses falbalas, et puis notamment ce dos plissé collé au corps d'une très grande élégance, et puis des robes à la polonaise, par exemple avec un jupon plus court, un petit manteau retroussi, ou des robes à la turque, donc plus légères, et donc elle contribue en quelque sorte à libérer un peu le corps de la femme déjà à l'époque, en tout cas le corps de la femme de cour. Évidemment, la femme à la campagne n'a pas ce genre de soucis. On peut dire que c'est avec son influence que la reine va dépenser de plus en plus, parce qu'on voit bien que lorsqu'elle arrive à la cour, et puis même lorsqu'elle est dauphine, déjà elle s'occupe très peu de sa toilette, elle a d'ailleurs très peu voix au chapitre, et elle est peu habillée, et d'ailleurs même pas assez, puisque sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, lui écrit des lettres, et elle dit que la duchesse de Villars, sa dame Latour, ne s'occupe pas assez d'elle, en gros que sa fille est mal fagotée. Donc c'est à partir du moment où elle devient reine, donc elle a des nouvelles obligations officielles, mais véritablement à partir de cette rencontre avec Rose Bertin, que le budget de sa garde-robe augmente considérablement, il va doubler en moins de 10 ans. D'ailleurs, dans les mémoires, on voit que les dames de cour n'arrivent plus à suivre, parce qu'évidemment, elles doivent égaler Marie-Antoinette dans les tenues pour paraître à la cour, et alors les maris disent que c'est la ruine des familles, etc. Donc bon, ça fait toute une histoire, la correspondance en parle beaucoup. Mais après, il faut relativiser évidemment ces dépenses. Je veux dire, même le budget de la maison de la reine, même doublé, ça reste un pourcentage infime du budget général de la couronne, et ce qui grève véritablement le trésor royal à l'époque, c'est évidemment les guerres, et notamment la guerre d'indépendance américaine, où la contribution de la France est énorme, mais évidemment qui est très populaire dans l'opinion publique. Puis ensuite, il faut reconnaître que cette folie de la mode, eh bien, elle va passer aussi. À partir du moment où Marie-Antoinette devient mère, déjà, à partir de 78, 80, donc elle est moins dans cette hystérie de la mode. Et puis la mode, elle change aussi, et on a une mode justement pour des habits beaucoup plus simples, beaucoup plus au naturel, et notamment ça va être ces grandes robes en chemise. C'est elle aussi, Rose Bertin, qui va s'occuper de la coiffure de la reine, puisque la marchande de mode, elle livre tous les accessoires, mais aussi toutes les coiffures et les bonnets. Et avec Léonard, qui est un coiffeur très en vogue à Paris, Léonard Autier, de son vrai nom, ils vont créer ensemble ce qu'on appelle ces coiffures à très haut bonnet, c'est-à-dire, on les connaît aujourd'hui sous le terme de pouf, qui sont des espèces de grands coussins de crin très hauts, sur lesquels on applique les cheveux, et puis surtout que l'on pique de toutes sortes de décors. Alors les plus fous, alors au début c'est simplement des plumes, des fleurs, après c'est des cornes d'abondance, et puis après on le voit bien notamment dans les gravures de mode, que c'est toute l'actualité de l'époque qui s'invite sur les têtes des élégantes. Alors quand en 83, c'est l'envol de la montgolfière à Versailles, on a des coiffures à la montgolfière ou des coiffures montent au ciel. Quand la famille royale se fait inoculer, c'est-à-dire vacciner, on a des coiffures à l'inoculation avec un serpent qui vainc le mal et un soleil royal qui surgit de la coiffure. Évidemment, pendant la guerre de l'indépendance américaine, on a la coiffure de l'indépendance avec un grand navire agité par les flots. Donc c'est extrêmement créatif. Et puis on a même
des petits éléments mécaniques. Par exemple, le coiffeur Bollard s'était spécialisé dans ces petits accessoires mécaniques. Et par exemple, il y avait un accessoire très en vogue et que Marie-Antoinette avait, un petit oiseau qui se balançait sur un ressort et qui battait tout seul des ailes, ou même des roses fraîches qui éclosaient en direct parce qu'il y avait un petit vase avec de l'eau qui était caché à l'intérieur du pot. Donc là, on est vraiment, je dirais, dans l'hystérie complète de la mode, comme on peut aussi la connaître aujourd'hui dans la haute couture. C'est-à-dire qu'on est, le but, c'est d'exagérer toujours l'exagération. Il faut toujours faire plus que le précédent, et donc on arrive à des hauteurs absolument vertigineuses de ces coiffures, presque plus d'1,50 m. Donc on a des silhouettes très étonnantes avec la tête finalement presque au tiers de la silhouette. Et d'ailleurs c'est largement caricaturé, alors à la fois au théâtre, on a des acteurs qui imitent ces positions très particulières des élégantes avec leur grand pouf, et puis on a beaucoup de gravures aussi, où on voit les dames qui ne rentrent plus dans les voitures, ou qui lorsqu'elles sont à un bal, elles ont un mauvais air parce qu'elles ont toujours les yeux fixés au lustre, parce qu'elles ont peur de se prendre le pouf dans le lustre et donc de l'enflammer. Enfin, on a voilà, toutes sortes de caricatures. Et donc, évidemment, sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, elle est absolument affligée de l'accoutrement de sa fille, parce que c'est une reine, bien évidemment. Et elle la met en garde dans de très nombreuses lettres sur, évidemment, les dangers que ça peut représenter, finalement, d'abandonner cette image sacrée, traditionnelle de la reine pour finalement avoir une reine à la mode qui, finalement, lui dit-elle, ressemble à une favorite, une actrice. Parce qu'on ne demande pas du tout à une reine, surtout en France, d'être à la mode, mais on lui demande précisément le contraire, c'est-à-dire de représenter la tradition et le passé immémorial. Rose Bertin, elle habille aussi les hommes, beaucoup pour les accessoires, notamment les nœuds de cravate, les cordons pour la montre, tous les ornements pour le soulier, qui est une pièce très importante du costume masculin, ou même les petites bourses en argent que les hommes avaient dans leur gilet. Et puis elle a une clientèle aussi tout à fait importante pour les hommes. Elle a des hommes politiques, elle a le marquis de Lafayette, elle a le ministre Vergennes, elle a dans sa clientèle des danseurs de l'opéra, comme notamment Vestris, très célèbre, des acteurs de théâtre et puis même des artistes, comme par exemple Greuze. Donc elle a une sorte toute l'intelligentsia, on pourrait dire, parisienne et de la cour. Et puis pour les grands bals parés, par exemple à Versailles, les grands bals de la reine, très souvent, Rose Bertin fournit tous les costumes à la fois des hommes et des dames, et ça représente des sommes absolument colossales. Dès octobre 89, donc au moment des troubles révolutionnaires, Rose Bertin quitte la France, elle va dans les cours étrangères, en fait elle suit la noblesse qui émigre à cette époque, et donc elle transporte ces dizaines de caisses avec ses plumes, ses rubans de soie, même des ouvrières à elle, et puis elle va par exemple à la cour de Turin ou à Coblence, et puis elle fait différents allers-retours entre l'étranger et Paris. Elle a bien du mal évidemment à écouler ses robes de cour, puisqu'il n'y a plus de cour, et donc elle a une nouvelle clientèle étrangère, et notamment en Russie, où elle va livrer de nombreuses robes pour Maria Fedorovna, donc la grande duchesse de Russie, qui va devenir tsarine. Il faut bien penser aussi qu'à la Révolution, elle est visée autant que Marie-Antoinette par ses libelles, ses caricatures extrêmement violentes qui se développent à l'époque, parce qu'elle est tellement liée à Marie-Antoinette, évidemment, qu'on lui attribue le déficit de la France, évidemment, ses dépenses totalement irraisonnées. Donc dans l'imagination populaire, c'est un peu le mauvais génie, je dirais, de Marie-Antoinette. Après, elle continue, le Grand Mogol reste ouvert, finalement, tout le temps pendant la Révolution. Elle livre des cocardes bleu, blanc, rouge, donc elle s'adapte, on pourrait dire, au nouveau marché. Et puis, plus émouvant, elle continue à livrer des vêtements pour Marie-Antoinette, à la fois aux Tuileries, mais aussi au Temple, à la prison du Temple, où elle livre pour Madame Élisabeth, sa belle-sœur, et Marie-Antoinette, des bonnets, des fichus. Et puis, c'est elle qui va fournir, et là, on a la facture aux Archives nationales, le grand habit de deuil de Marie-Antoinette après l'exécution de Louis XVI, et c'est cet habit qui va l'accompagner, évidemment, jusqu'à la conciergerie. Et après l'exécution de Marie-Antoinette, ces événements, elle va émigrer à Londres, elle va se refaire une sorte de clientèle, elle va recevoir le fameux chevalier d'Éon, qui est d'ailleurs qu'elle livre en homme et en femme. Et même Madame du Barry va lui faire des grandes commandes de Londres. Et puis elle va rentrer finalement en France en 95. Et puis bon, là, sous le Directoire, elle n'arrive plus à trouver une clientèle, même étrangère. Il n'accepte plus les prix qu'elle pratique. Et puis tout simplement, ce n'est plus la France qui donne le ton à cette époque. Une page s'est tournée. Sous l'Empire, son commerce
périclite pratiquement totalement et elle meurt peu de temps après, donc en 1813. Et d'ailleurs, ses héritiers vont essayer de recouvrer ses créances, en fait, pendant très longtemps. Ce qu'elle va essayer de faire à partir de 89, hein, avec toutes ces troubles révolutionnaires, eh bien, c'est aussi tous ces nobles qui émigrent et qui lui laissent des factures impayées. Et donc, notamment, aux Archives nationales, il y a un document de 1820 des héritiers bertins qui mentionne pratiquement 1260 noms de clients et dont ils essayent de recouvrer les dernières créances.